Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique et d'ailleurs, bonsoir. L'émission Cette politique, vous le savez, est le programme de la rédaction de Canal 7 qui aborde les questions de politique publique. Nous évoquons ici chaque semaine les questions relatives au développement et c'est donc l'homme qui fait l'objet de notre attention. Aujourd'hui, je vous invite à nous arrêter sur la question du dividende démographique, autrement dit, celle qui consiste à savoir comment l'Afrique peut tirer profit de sa population et de sa croissance. Il y a quelques décennies, au moment de leur accession à la souveraineté internationale, les pays africains étaient au même niveau de développement que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. En 2015, les pays comme la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et Singapour n'ont plus rien à voir avec les pays africains avec lesquels ils partageaient les mêmes problèmes il y a près de 60 ans. La question fondamentale est donc comment l'Afrique peut décoller et atteindre éventuellement ce niveau de développement, elle qui est présentée comme le continent de l'avenir. Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui deux acteurs majeurs du programme des Nations Unies pour la population, le docteur Mamadou Kanté, représentant résident de l'UNFPA au Gabon, et M. Thierry Zuaseko, conseiller principal à l'UNFPA. Ils sont à Libreville et ici, donc, le docteur Mamadou Kanté. Monsieur Mamadou Kanté, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thierry Zuaseko, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, très rapidement, lorsqu'on parle de dividende démographique, est-ce que la définition que j'ai donnée correspond à la réalité? Sinon, c'est quoi le dividende démographique? Je pense que vous avez abordé la problématique très clairement et que ce que vous avez dit est très proche de la réalité, pour ne pas dire que c'est la réalité. Peut-être on peut plus tard au cours de l'émission élaborer sur le contenu de cela, mais il s'agit d'une question de développement, de comment, à l'instar de pays que vous avez cités, les pays africains pourraient tirer avantage de ce qu'on appelait le dividende démographique. Ils l'ont fait et il est clair que c'est possible aussi que les Africains puissent faire la même chose. Alors, l'Afrique, la population africaine a quand même été perturbée pendant des décennies par des crises alimentaires, des crises sanitaires, des conflits armés, sans oublier que le taux de fécondité et le taux de mortalité ne sont pas toujours à l'avantage du continent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes sont résolus ou bien est-ce qu'ils sont en voie d'être résolus? Lorsqu'on regarde de façon générale de l'Afrique du Nord à l'Afrique australe. Oui, je pense que ce que vous dites là sont des questions de développement, des problèmes liés au développement. Et ceux qui se sont développés ont passé par les mêmes phases. Et donc la question pour nous, c'est d'étudier leurs démarches et donc de les appliquer, et en les adaptant bien sûr. En faisant cela, nous sommes presque sûrs que ces problèmes que vous évoquez auront pour la plupart des solutions. Monsieur Thierry Zuaseko, alors c'est quand même des problèmes récurrents. Crise sanitaire, crise alimentaire. Aujourd'hui, le cas du Soudan fait quand même fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes posés par la population africaine sont en voie d'être résolus? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que dans 15-20 ans, les problèmes de la population africaine seront résolus, parce que c'est quand même des problèmes au niveau de l'Europe qui ont été résolus, c'est-à-dire ceux de la croissance démographique, ceux de la mortalité infantile, ceux de la mortalité maternelle. D'accord, bien, merci. Je crois qu'à la suite de Dr Kanté, je voudrais dire qu'il est assez difficile de fixer une échéance aussi proche. Disons qu'il y a l'Afrique a l'avantage donc de l'expérience de tous ces pays que vous venez de citer, et donc de ne pas réinventer la roue, mais de s'inspirer de ce qui a été fait dans le sens de la résolution des problèmes que vous évoquez. Et le discours officiel en Afrique est qu'effectivement on veut y prendre ces problèmes à bras le corps, et il y a grand espoir qu'à une échéance relativement raisonnable, on puisse effectivement venir, à défaut de venir à bout, mais au moins d'approcher les solutions par rapport à ces problèmes. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir, puisque officiellement, nous en prenons la route, du moins au niveau des discours. Et
des partenaires comme l'UNFPA sont là donc pour accompagner les gouvernements africains pour que ce discours officiel effectivement prenne corps dans le sens de la résolution des problèmes que vous évoquez. Alors très clairement, il y a un certain nombre de données qui donnent le sentiment que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ne sont pas sur le point de décoller, puisque c'est quand même 377 millions d'habitants, 60% de la population a moins de 25 ans, 446 décès maternels pour 100 000 naissances, 5,1 enfants par femme en moyenne en Afrique de l'Ouest et 5,9 en Afrique centrale, 9% de taux de prévalence contraceptive en Afrique de l'Ouest, 24,7% des besoins non satisfaits de planification familiale, 36,1% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Est-ce qu'on ne doit pas être fataliste face à ces chiffres? Alors, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est un constat. Mais ce que vous dites là, c'est la situation actuelle. Mais il y a 10-15 ans, la situation était beaucoup plus grave. Donc il y a eu une nette amélioration par rapport à tous les points que vous venez de souligner. Vous allez savoir par exemple que la mortalité infantile a beaucoup baissé, qu'il y a une très forte amélioration de la mortalité maternelle, que la prévalence contraceptive augmente même si elle est lente. Donc toutes ces questions, tous ces points, ces chiffres que vous donnez sont des chiffres certes réels mais qui ne disent pas l'effort qui est en train d'être fait et les plans qui peuvent être mis en place pour que très rapidement ces chiffres s'améliorent encore davantage de manière à tirer profit du dividende démographique. Alors, vous donnez le sentiment, vous demandez certainement aux Africains d'être optimistes, compte tenu des chiffres qui changent certainement positivement, mais il y a quand même deux aspects, deux maladies qui donnent peu d'espoir aux Africains. Le paludisme et le sida, qui tuent des millions de personnes chaque année, notamment au milieu de la population jeune. Est-ce que ça, c'est pas aussi de nature à faire peur? Encore une fois, ça c'est, j'allais dire, c'est assez général. Mais depuis 10 ans, la lutte contre le paludisme et le sida a fait des progrès réels. Pas plus tard que la semaine dernière, on parlait encore d'un vaccin qui a de réels potentiel en matière de lutte contre le paludisme. Mais même sans le vaccin, qui prendra certainement du temps à être disponible, mais toutes les autres technologies, les programmes qui existent ont nettement amélioré la lutte contre le paludisme, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des femmes enceintes, beaucoup moins, mais il y a de très fortes améliorations. Pour le sida, c'est réel. Si les programmes n'avaient pas été efficaces, la situation aurait été beaucoup plus grave. Et aujourd'hui, on parle pratiquement de zéro infection. Ça veut dire qu'il y a de réels espoirs à ce qu'on arrive au bout de cette maladie. Donc, moi, je suis très optimiste parce que les chiffres nous disent qu'il faut être optimiste et parce que dans le monde où nous sommes, les technologies, les programmes, l'engagement politique est réel pour résoudre ces problèmes de santé notamment dont vous venez de parler. Alors, quelle est la configuration de la population africaine aujourd'hui? On parle d'une population jeune, dynamique, mais il y a quand même une population malade, une population âgée. Quelle est la configuration de la population africaine aujourd'hui? Bien, disons que de façon générale, lorsque vous observez les pyramides des âges en Afrique, nous avons une base très élargie et qui s'effile au fur et à mesure que vous montez. La base élargie signifie une population jeune très importante,
on parle de la majorité de la population africaine est jeune. Et alors ça peut poser beaucoup de problèmes, mais en même temps, c'est source d'espoir, parce que c'est ces jeunes qui doivent porter l'avenir du continent. Et donc, cette configuration, c'est vrai, doit être améliorée ou dans le sens ou vers le milieu de la pyramide, que ça s'élargisse de telle sorte qu'il y ait plus de jeunes, et nous allons en venir à ces problèmes de jeunes, puissent véritablement porter le développement dont l'Afrique a besoin pour aller de l'avant. Mais avec tout ce tous les problèmes que connaissent notamment les villes africaines en termes d'insécurité, en termes de pauvreté, en termes de chômage, le fait que la population jeune, la population qui est jeune aujourd'hui vive plus longtemps et que la croissance démographique s'accentue, est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui serait plus un problème qu'un avantage pour l'Afrique? Je pense que la manière dont vous décrivez les choses, certainement, je dirais, vous serez du côté des pessimistes. Et certains, avant vous, ont parlé de bombe démographique. C'est pourquoi le dividende démographique est intéressant à étudier. On vous dira que les jeunes ne sont pas un problème. Les jeunes peuvent aider à résoudre les problèmes auxquels les Africains font face. Mais à certaines conditions, bien sûr. Il faut investir dans les jeunes. Et comment on investit dans les jeunes? Je pense que le plus important, c'est la santé. Ensuite, après la santé, c'est d'investir dans une éducation adaptée de qualité. Et si vous faites tout cela, et s'il y a un cadre de gouvernance incitatif, les jeunes que vous voyez aujourd'hui dans les villes qui semblent traîner deviendront une force motrice qui va rapidement soulever le continent. Donc les jeunes ne sont pas des problèmes, il ne faut pas être pessimiste, les jeunes font partie de la solution et ils peuvent aider à résoudre les problèmes auxquels l'Afrique fait face. Un autre problème majeur, c'est celui de la trop grande population dans les villes africaines. Les villages sont abandonnés, il y a beaucoup d'exode rural. On parle de l'année 2030, qui pourrait voir donc la population urbaine doubler, sinon tripler. Est-ce que ce n'est pas problématique? Puisque généralement, dans les pays développés, les zones rurales sont quand même des facteurs essentiels dans le déclenchement du développement économique. Là déjà, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée, en sachant que c'est le cas au Gabon. Au Gabon, la population, a priori dans les chiffres officiels, est à près de 78 voire 80% urbaine. Mais alors, n'ayant pas prévenu cette arrivée massive des populations des zones rurales vers les villes, avec tout ce que cela implique comme, j'allais dire, planification de l'urbanisation, la viabilisation des terres, l'investissement dans les transports en commun, ainsi de suite, un certain nombre d'investissements en réalité qui doivent être préalables à l'arrivée de ces populations dans les villes. Se pose un autre problème, celui de la formation. Nous allons certainement en venir. Ces populations qui arrivent des zones rurales, qui ne sont pas formées ou insuffisamment formées, ne trouvent pas nécessairement de l'emploi. Et c'est tout ce cocktail, c'est le problème de la viabilisation des terres. Vous avez vu ces éboulements de terrain lorsque les pluies sont fortes, ainsi de suite. Disons que tout cela peut être contenu lorsque une bonne politique d'aménagement du territoire, pour utiliser un terme géographique, est bien pensée. Et donc, je crois que on peut prévenir ce phénomène en investissant aux bons endroits pour permettre justement un développement équilibré. Et si les investissements sont bien faits,
il est même possible que vous observiez un phénomène de retour progressif vers les zones rurales qui ont été abandonnées, en fait, du fait d'une absence totale d'infrastructures et de développement tout court. Justement, quelle est la position de l'UNFPA par rapport à la question de l'exode rural? Est-ce qu'il faut investir justement dans les villes pour mieux accueillir ces populations qui viennent en masse? Est-ce qu'il faut plutôt les encourager à repartir dans les campagnes? Je parle sous le contrôle des géographes. Je pense que l'exode rural, l'urbanisation est presque un phénomène inexorable. Ce qu'il faut, c'est gérer ce phénomène. Bien sûr, les terres cultivables, beaucoup d'activités ont besoin d'être menées en zone rurale. Donc c'est aux planificateurs, aux décideurs de voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en place les infrastructures nécessaires pour maintenir les jeunes et les populations qui veulent faire ce travail, qui sont intéressés à faire ce travail, et il y en a beaucoup. Mais la tendance normale depuis, j'allais dire 100 ans, c'est que les villes, l'urbanisation va se faire et partout dans le monde. Évidemment, c'est quelque chose à gérer. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, ça pose des problèmes et ces problèmes doivent être pensés avec des solutions bien en amont avant qu'ils n'arrivent. Vous êtes certainement un acteur majeur, l'UNFPA est certainement un acteur majeur de la gestion de ces objectifs du millénaire pour le développement. Est-ce que vous pensez que le fait que les Nations Unies et que les pays qui ont signé, qui se sont engagés là-dedans, le fait qu'ils se soient engagés il y a 15-20 ans, dans l'accomplissement de ces objectifs du millénaire pour le développement, a permis de régler de façon conséquente les problèmes de population en Afrique? Si oui, dans quelle proportion cela a pu résoudre les problèmes que connaissait l'Afrique il y a 15, 20, 25 ans? Oui, je pense que, encore une fois là, des résultats intéressants ont été atteints dans beaucoup de domaines, notamment en matière d'éducation pour le primaire. Vous allez voir que la situation a complètement changé. Et on peut prendre beaucoup d'autres exemples et vous verrez, la lutte contre le sida s'est beaucoup améliorée. Dans certains cas, comme la lutte contre la mortalité maternelle, il y a des efforts à faire. Et cela, je crois que tout le monde en est conscient. C'est pourquoi ce qui va se décider dans les mois à venir, c'est bâtir sur les acquis afin de faire en sorte que la pauvreté soit réduite autant que possible dans tous les pays du monde et partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les pays africains, les gouvernements africains ont pris les décisions, du moins ont mis en place des politiques conséquentes pour régler les problèmes des populations sur le plan de la santé, l'éducation, l'alimentation? Je pense que ça, c'est une question intéressante. Ce qui a été fait peut toujours être critiqué et durement critiqué, et souvent à juste raison. Mais en même temps, si on ne voit que les aspects négatifs, probablement on serait découragé à faire des efforts. C'est pourquoi je pense qu'il faut aussi penser à tout ce qui a été réussi, sans pour autant donner forcément un chèque en blanc à tous les acteurs, comme quoi tout a été bien fait, tout marche très bien. Non, il y a encore des problèmes en matière de santé, il y a des problèmes en matière d'éducation, il y a des problèmes en matière d'incitation. Après la formation adaptée, il faut pouvoir avoir un environnement incitatif pour que les jeunes puissent
participer au développement. C'est pourquoi, si on voit tout ça, on se rend compte tout à fait les politiques avaient des insuffisances et des concepts nouveaux sont proposés sur la base des réussites passées et qui vont compléter ou corriger les insuffisances. Bien sûr, chaque pays décidera de ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, mais le cadre, les idées, les bonnes pratiques sont là pour que là où les politiques n'ont pas marché, on puisse les corriger et avancer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la question? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous croyez, parce que l'UNFPA est quand même un acteur majeur, et l'UNFPA travaille avec les gouvernements, l'UNFPA a certainement présenté, proposé des solutions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gouvernements ont pris conscience des problèmes vécus par les populations? Est-ce que vous pensez surtout que les propositions faites correspondent aux réalités aujourd'hui? Bien, ce que je voudrais déjà dire, c'est que si on est un gouvernement, en principe et en réalité, on travaille d'abord pour les populations. Donc je voudrais moi m'inscrire, disons, dans la lignée de ceux qui pensent que les gouvernements ont, à défaut de prendre à bras le corps, mais ont conscience qu'il y a un certain nombre de mots dont les populations se plaignent en Afrique. Et on a quand même, lorsqu'on observe, on voit qu'effectivement, si l'on mesure les progrès qui ont été faits par rapport aux OMD dont vous parliez tout à l'heure, nous avons quand même, je peux dire, affirmer qu'il y a un réel engagement des gouvernements africains à améliorer je ne vais pas dire le sort, mais la situation de ces populations-là. Et une nouvelle fois, les agences des Nations Unies ou tous les partenaires au développement, dont l'UNFPA, sont là pour les encourager à aller au-delà des efforts qui sont faits en ce moment. Il y a, pour ne rester que dans le cadre de l'UNFPA, cette baisse relative et progressive, même si on voudrait que ça baisse beaucoup plus fortement et beaucoup plus vite, la mortalité maternelle, est une preuve que des programmes, des politiques sont mis en œuvre pour aller dans le sens des OMD. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de cas, on ne les atteindrait pas, mais on a fait des avancées qui sont appréciables et je crois qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là et continuer à investir dans les programmes et politiques au bénéfice des populations pour le développement de l'Afrique. Alors, l'Afrique tient encore, en tout cas se bat, pour mettre en place un système éducatif satisfaisant, un système de santé compétitif. Pour combien de temps encore? Aujourd'hui, nous sommes en 2015. C'est des problèmes qui ont été résolus depuis plusieurs décennies dans les pays d'Asie, d'Europe. Pour combien de temps encore l'Afrique devra-t-elle se battre pour donner une éducation, pour administrer des soins intéressants à ces populations? Oui, j'allais dire que c'est une course de fond et que certainement ce n'est pas dans 2 ans que tous ces problèmes vont être résolus. Je pense qu'il faut voir ça en termes de décennies, mais que le départ, c'est la bonne politique, l'engagement politique, la prise de conscience, les bons programmes. Et si on se donne ces moyens-là, il est sûr que dans 10, 15, 20 ans, les choses seront nettement meilleures. Donc, le dividende démographique n'est pas une solution magique que l'UNFPA essaye de vendre et qui va résoudre les problèmes immédiatement, non. C'est un engagement au long cours qui fait que dès aujourd'hui, à partir de ce que l'on sait, on met en place les politiques, les cadres de développement adéquats en matière de population et on est presque sûr qu'au bout de 10, 15, 20 ans,
nous aurons une situation nettement meilleure en Afrique. Donc c'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Si je dois répondre à votre question, je dirais que si déjà dans 10-15 ans, on a tout cela, un système de santé très compétitif, un système d'éducation qui ne laisse personne sur le bas de la route, qui forme des professionnels compétitifs à tous les niveaux. Si on a cela déjà dans 10 ans, les choses on aura réussi beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, parce qu'au quotidien, il y a des performances qui ne sont pas connues et qui font que, même en Afrique, dont nous parlons maintenant et qui peut paraître un peu désespérant, il y a énormément de choses intéressantes sur lesquelles on peut bâtir, de manière à ce que tout le monde, ensemble, au bout d'un certain nombre d'années, le bénéfice puisse être totalement partagé. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond. Alors on aurait pu penser, en lisant le rapport de l'étude commanditée par l'UNFPA et financée par l'Agence française de développement, qu'il fallait que les problèmes de santé et d'éducation soient résolus avant d'enclencher le développement. C'est totalement le contraire. Il faut penser au développement tout en revoyant, en révisant le système de santé, le système d'éducation par exemple. Bon, je dois dire que j'ai une compréhension un peu différente. Pour moi, il n'y a pas une approche linéaire. Certainement, on commence à réfléchir à des politiques, on les met en place, mais en les mettant en place, on en constate les insuffisances, les succès, et on revient pour améliorer la politique. Donc c'est un phénomène, j'allais dire, itératif. C'est pourquoi en concevant de cette manière, on rentre dans une discussion sans fin de l'œuf et de la poule, etc. Je pense que si on est déjà dans un cadre, dans un programme que l'on met en œuvre, la réflexion est insuffisante. À un moment donné, on s'arrête, on réfléchit et on essaye de l'améliorer. Donc, pour moi, c'est comme ça que le développement marche, mais pas de façon linéaire, avec des succès, quelquefois des reculs, mais tout cela accompagné d'analyses pertinentes et de gestion rigoureuse. Monsieur Mamadou Kanté, on va marquer juste une petite pause et à la suite de la pause, nous allons nous appesantir sur des questions de santé, d'éducation qui sous-tendent le développement économique de l'Afrique. Retour sur ce plateau, nous sommes ici avec M. Mamadou Kanté, qui est le représentant résident de l'UNFPA au Gabon, et M. Thierry Joassoko, qui est conseiller principal de l'UNFPA. Vous êtes démographe, c'est ça? Disons que j'ai un profil assez, j'allais dire un peu compliqué. Je suis géographe de formation, et puis à la suite de cela, je suis administrateur de santé. Et ce qui m'a permis donc, toutes ces questions étant liées, géographie, c'est l'espace et les populations, et la santé, c'était aussi la population. Donc, je suis géographe et administrateur de santé. Alors, lorsqu'on a évoqué tous les problèmes qui sont un frein pour certains au développement de l'Afrique, des problèmes d'éducation, de santé, d'alimentation, de logement, on a le sentiment que l'Afrique, finalement, ne va pas décoller. Or, l'UNFPA semble nous montrer le contraire. Est-ce que vous pensez réellement que l'Afrique peut être le continent de l'avenir, comme le supposent certains, avec tous ces problèmes? Oui, moi je suis
Je ne veux pas dire que, comme Dr Kanté, je suis optimiste. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir de l'Afrique. Déjà parce que lorsqu'on observe le monde aujourd'hui, c'est encore de nos jours, ou c'est de nos jours, le continent où des taux de croissance sont plutôt positifs et encourageants. Mais maintenant, il faut transformer ces taux de croissance, déjà les améliorer, parce que les économistes nous disent que c'est à partir d'un certain taux, notamment autour de 10%, sur une période plus ou moins soutenue, qu'on arrive à transformer, à passer de la croissance simple au développement. Donc moi je suis optimiste parce que l'Afrique, comme je disais, au vu de ce qui s'est passé ailleurs, en s'inspirant de cela, avec le potentiel dont nous avons parlé tout à l'heure, toute cette masse de jeunes, si elle est bien formée et si le tissu économique, la structuration de nos économies arrive, les politiques économiques arrivent à transformer cette masse de jeunes en potentialité de développement, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas les mêmes résultats que les autres. Et donc je suis moi plutôt optimiste. Et à cela, des questions de santé, tel que nous l'avons dit, améliorer la qualité de vie des populations en développant, en mettant en œuvre des programmes et des politiques de santé soutenues, en faisant baisser la mortalité maternelle, la mortalité, j'allais dire, des jeunes, en permettant aux jeunes filles de continuer à aller à l'école. Parce que là aussi, enfin, nous allons peut-être en revenir lorsque nous allons aborder les questions. Alors, toutes ces questions en permettant aux femmes, vous voyez, en améliorant le statut de la femme dans tous ces pays d'Afrique, je crois que tous ces éléments intégrés ne peuvent amener que le développement. Et je suis, pour ma part, très optimiste. Et je crois que UNFPA est aussi là pour accompagner les gouvernements pour aller vers ce développement de l'Afrique. Alors, M. Mamadou Kanté, pendant longtemps, nous avons cru qu'un pays devait avoir une population nombreuse pour amorcer un développement économique. Un rapport sur le dividende démographique financé par l'Agence française de développement tente à prouver le contraire. Qu'en est-il exactement? Non, certainement pas. Je ne crois pas qu'il y a un lien direct entre le développement et la taille de la population. Parce que finalement, les pays comme la Corée du Sud, les pays comme Taïwan, Singapour n'ont pas des populations très importantes. Je pense que le développement se base d'abord sur la qualité des ressources humaines. Aujourd'hui, on a des pays très peuplés comme le Nigeria, comme l'Éthiopie, qui ont une croissance qui atteint même les 2 chiffres et qui apparaissent comme des véritables bombes économiques en Afrique. À côté de ça, on a des petits pays qui n'ont pas 2 millions d'habitants et qui donnent l'impression de tourner en rond sur le plan économique. Est-ce que ce n'est pas là la preuve, effectivement, que moins on a d'habitants, moins on est susceptible de se développer? Non, vous choisissez de manière sélective vos exemples. Vous pourrez parler, par exemple, du Cap-Vert, vous pourrez parler du Botswana, beaucoup d'autres pays qui n'ont pas beaucoup de population et qui sont des pays africains où la situation s'est beaucoup améliorée. Donc, en même temps, vous avez des pays comme l'Éthiopie où on ne peut pas dire que l'amélioration en cours est due à la taille de la population. Souvenez-vous, il y a 30 ans, oui, c'était plutôt un handicap. Donc, ce qui a changé, c'est certainement les politiques mises en œuvre qui ont mené ça. Donc, la taille de la population et le développement ne sont pas forcément liés. On trouve des populations qui se développent très bien sans être
très nombreuses, des populations qui sont très nombreuses, qui ont tous les problèmes du monde à s'en sortir. Donc voilà un peu, je ne fais pas de lien direct. Alors, les problèmes sont effectivement les mêmes, que ce soit entre les pays peuplés, les pays sous-peuplés. Les problèmes sont les mêmes en termes d'accès à l'emploi, par exemple, entre les pays comme le Nigeria et les pays comme le Gabon, le Congo. Qu'est-ce qui va alors déterminer le décollage économique de part et d'autre? Bon, je crois que ce qui va déterminer le décollage économique, c'est l'engagement politique, la gouvernance économique qui seront mises en œuvre pour permettre cette transition. Alors, pour penser le développement ou pour le réaliser, il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, il faut en fait une masse critique de personnes formées, mais alors qui arrivent à trouver de l'emploi, employer d'autres jeunes, et ce n'est que comme ça qu'on enclenche le développement. Donc, pour parler de ce qui va faire la différence, c'est donc cet engagement-là. Ça va être cette gouvernance au sens où on mettrait en place des politiques qui permettent de former, pas pour former, mais former parce que ces ressources qu'on va former permettront d'enclencher le développement en fonction des options de développement qu'on aura librement choisies. Donc il y a quand même cette interaction, mais ce qui va déterminer effectivement, c'est la mise en place de cette gouvernance politique et économique, beaucoup plus économique, j'allais dire efficace. Donc cela pourrait être l'élément majeur qui pourrait différencier les pays dont vous parlez. Moi, je pourrais peut-être, pour poursuivre sur la lancée, dire que ceux qui s'intéressent à l'étude du dividende démographique trouveront beaucoup d'exemples où, par exemple, les investissements ont eu lieu dans la santé, dans l'éducation, et le cadre économique incitatif n'était pas là, et donc cela aboutit évidemment à des crises. Donc il n'y a pas que la formation, ça commence une bonne santé, une bonne formation, qui dirait une formation adéquate, appropriée, et un cadre incitatif économique, de gouvernance économique qui va amener les jeunes, cette masse énorme de jeunes qui va venir, qui va les amener à s'investir, à mettre en œuvre leur créativité. Il ne s'agit pas simplement d'être formé, d'attendre tout du gouvernement, mais de créer des entreprises, d'embaucher d'autres jeunes. Donc il y a un lien logique dans l'étude du dividende démographique. Quand vous investissez dans les ressources humaines, le cadre de gouvernance économique doit s'améliorer pour en obtenir les résultats. Alors, sur la base de l'expérience des pays du sud-est asiatique, puisque vous en parlez régulièrement, les pays que nous avons cités comme la Malaisie, Taïwan, Singapour, la Thaïlande aussi, je pense, il est bien montré que la formation a joué un rôle essentiel. Il faut investir dans la formation, il faut investir dans le système éducatif. L'Afrique l'a certainement compris, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a enclenché ces réformes nécessaires à la formation qui permettraient donc aux jeunes de prendre en charge leur propre développement, le développement de leur propre pays? Je crois qu'il y a beaucoup à faire et il ne faut pas se voiler la face. Ce qu'on trouve dans la plupart des pays africains, c'est des programmes inadaptés, des diplômés qui ne vont pas la plupart du temps être utiles à personne.
et des amphis qui sont surpeuplés, des professeurs pas souvent disposant du matériel ou même pas souvent formés. Donc il y a sur ce plan beaucoup à faire et ça c'est indéniable. Et si on n'investit pas, en tout cas beaucoup plus qu'on le fait maintenant, c'est sûr que le développement prendra du temps à voir le jour. Mais ça demande d'investir beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que les pays africains ont ces moyens aujourd'hui? Je pense que c'est une question de choix. Faut-il choisir entre équiper son armée et former sa population? Oui, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je pense que les planificateurs comprennent qu'il ne s'agit pas de prendre un choix et puis laisser les autres. Je pense qu'il faut prendre les points prioritaires. Et dans ça, je suis persuadé que les questions de formation adaptées, parce que beaucoup d'argent certainement est encore dépensé dans l'éducation, mais est-ce que c'est de la bonne manière? Est-ce que ça produit des diplômés qui vont pouvoir faire quelque chose? Évidemment, c'est sûr que les questions de sécurité restent très très importantes parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Alors, les pays du sud-est asiatique et les pays européens et même américains ont bien compris effectivement qu'il fallait investir beaucoup d'argent dans la formation. L'Afrique l'a certainement compris, l'Afrique n'a peut-être pas les moyens, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas possible de définir les domaines de compétences dans lesquels il faut réellement investir? Parce que vous allez peut-être me dire le contraire, entre investir dans l'enseignement général pour former des juristes, pour former des professeurs de lettres et investir dans les sciences pour former des géologues, pour former des chimistes, pour former des informaticiens. Est-ce qu'il n'y a pas là un choix à opérer? Bon, c'est ce que nous appelons en langage technique la planification. En fait, il faut planifier le développement en partant j'allais dire, de ses potentialités et des options, parce qu'on se projette en planification, et des options de développement qu'on adopte. Donc, je crois que c'est en fonction de cette planification qu'on met des ressources aux endroits où il faut les mettre. C'est forcément un savant dosage. Il ne s'agit pas, comme disait le représentant, de choisir ceci en abandonnant. On met tout sur la table et on fait des simulations. Et après ces simulations, on opte, c'est des options, ça s'appelle des options de développement. Ce n'est qu'en fonction de ces options qu'on investit par rapport justement aux objectifs qu'on s'est fixés. Et à l'UNFPA et dans des autres agences, tout cela doit s'accompagner de programmes ou d'outils de suivi-évaluation. Parce qu'on suit, puis à un moment on s'arrête, on évalue. Là où on s'est trompé, on peut changer et réorienter afin d'atteindre les objectifs. Et dans tout ce processus, il s'agit aussi de regarder ailleurs. Il y a de bonnes pratiques, il y a des évidences, des résultats qui ont été obtenus ailleurs. Lorsque l'on les contextualise, on peut changer des programmes, des politiques pour les adapter en fonction de ce qui a marché ailleurs, mais en tenant compte effectivement de ses propres réalités. Mais je voudrais juste renforcer, insister certainement qu'on ne peut pas faire l'économie d'investir dans les techniques et dans la science. C'est comme ça qu'est le monde moderne. Et ça, c'est un aspect absolument important, que la priorité, une des priorités, sans négliger évidemment tous les autres aspects tout aussi importants de littérature, de culture, mais au point où on en est, certainement ce sont ce type d'investissement dans la technique, dans les sciences, qui d'ailleurs en retour peuvent encore être utilisés pour améliorer la culture, la littérature, etc. Mais la formation générale
pour la formation générale, qui aboutit à des diplômés qui ne savent pas faire grand-chose, je pense que c'est quand même perdre des ressources. Alors, s'il fallait donner un conseil à un jeune Africain aujourd'hui, vous l'orienterez dans quel domaine de compétences? Mais moi, je dirais à ma fille, va faire des études d'ingénieur. D'ingénieur? Je dois faire un choix, ben, je l'encourage dans ce sens, en espérant que un jour, elle va créer son entreprise, recruter 1000 jeunes et elle va pouvoir dégager des ressources qu'elle va faire le mécénat dans l'art, dans la culture, voilà. Alors, ça, c'est un choix personnel. Alors, on évoquait tout à l'heure les multiples problèmes que connaissent les gouvernements africains. Il faut effectivement former, il faut effectivement soigner. Mais les pays tels que le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Nigeria aujourd'hui connaissent malheureusement des attaques djihadistes. Donc il faut investir beaucoup d'argent là-dedans. Et les pays qui ne connaissent pas ce genre de problèmes, c'est-à-dire les problèmes sécuritaires, ont peut-être d'autres problèmes. Aujourd'hui, est-ce que les pays qui ne pourront pas investir de façon conséquente dans l'éducation sont écartés du développement dans les 50, 100 prochaines années? Moi, je crois oui. Je suis formel et rien ne se fera sans formation. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, effectivement, compte tenu des ressources des gouvernements, de former autrement, c'est-à-dire investir peu, mais bien former? Est-ce que vous avez, au niveau de l'UNFPA, proposé une solution dans ce sens? L'UNFPA n'est pas une agence spécialiste de la formation. Bien sûr, oui. Je pense qu'il s'agit d'investir de manière efficiente. C'est-à-dire, chaque fois que l'on met un franc, on s'assure que ce franc aboutit à quelque chose qui va servir. Donc, le problème d'investir mieux est aussi important en éducation que dans la santé. Investir mieux pour ne pas gaspiller les ressources et faire en sorte que d'autres secteurs puissent utiliser les ressources. Donc, quand nous discutons, ce que vous dites là, est-ce qu'il ne faut pas investir mieux? Oui, on est complètement d'accord, mais il faut investir, bien investir et investir longtemps pour pouvoir obtenir les résultats attendus. Peut-être que si un représentant de l'UNICEF ou d'autres agences étaient là, il pourrait mieux discuter des questions d'éducation, mais très clair, et ça c'est un consensus, il faut investir beaucoup dans la formation et mieux investir. Il n'y a pas de contradiction. Alors tout à l'heure, on parlait donc de la nécessité d'investir beaucoup dans l'éducation. Il faut également énormément investir dans la santé. Que proposez-vous au niveau de l'UNFPA pour que l'Afrique tire profit au maximum de sa population? Une population, que je rappelle, qui fait quand même face à de nombreux problèmes tels que celui de la mortalité infantile, mortalité maternelle, mais surtout des épidémies comme Ebola, comme le paludisme, comme le sida. Que proposez-vous pour que l'Afrique tire profit au maximum de sa population? Parce qu'une population bien formée, ça enclenche le développement, mais une population bien formée et mieux soignée, ça permet au développement d'être beaucoup plus durable. Oui, je crois que, bon, au risque de se redire, il faut, comme nous disons, investir dans la santé. Et pour UNFPA, c'est prendre à bras le corps la santé de la reproduction. Il faut partir à la base, la santé de la reproduction. Parce que je reviens aux jeunes filles, parce que nos cibles, ce sont les femmes et les filles. Si c'est trop de filles qui
qui constituent aussi une bonne frange de la population jeune de l'Afrique. Tenez dans les pyramides que vous évoquiez tout à l'heure, généralement on a un peu plus de filles que de garçons. D'une façon générale, les écarts selon les pays ne sont pas très grands. Mais nous pouvons observer une certaine déperdition scolaire à partir de la fin du premier cycle du secondaire, où le nombre de filles commence à décroître au second cycle et au supérieur. Et une des raisons, effectivement, ce sont les grossesses précoces, comme on dit, et autres. Et donc, pour UNFPA, si on prend à bras le corps ce problème en mettant en œuvre ou en mettant en place de bons programmes, en mettant à disposition des services de santé où des jeunes peuvent bénéficier de conseils, de soins, de produits, je crois qu'on peut arriver à réduire par exemple le nombre d'avortements, pour rester dans le contexte gabonais et autres, et avoir plus de filles donc qui arrivent à la fin de leur cycle secondaire et qui arrivent à, j'allais dire, au supérieur, et donc qui peuvent exploiter et pour leur famille et pour le pays tout leur potentiel et permettre donc d'enclencher le développement. Donc je voudrais dire santé, oui, éducation, mais il y a aussi emploi. Et de plus en plus, il faut former, et je rejoins Dr Kanté, dans le fait que si on a plus d'ingénieurs, plus de scientifiques et autres, et avec beaucoup de notions de management et de leadership dans leur cursus, il faut les orienter vers l'auto-emploi, création de petites unités de production pour permettre d'embaucher d'autres jeunes et effectivement de soutenir le développement qui serait ainsi enclenché. Donc je crois que si tout cela tiens, ce n'est pas l'un après l'autre, mais c'est un processus intégré qui permettrait d'aller effectivement vers le dividende démographique dont on parle. Monsieur Mamadou Kanté, est-ce que la culture ou les traditions ne sont pas un frein aujourd'hui au développement de l'Afrique? Parce que lorsqu'on parle des jeunes filles qui vont en mariage à 18 ans, c'est souvent dans la culture africaine, hein. Il faut envoyer la fille très tôt en mariage pour qu'elle ait un foyer, qu'elle soit stable. Les jeunes gens issus des familles pastorales, des familles d'agriculteurs, d'éleveurs, beaucoup vont faire des études en ville et reviennent prendre le relais de leurs parents. Beaucoup estiment, certains parents estiment même qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école, les garder au village pour qu'ils apprennent le travail de la terre. Est-ce que ce problème culturel, est-ce que cette culture-là n'est pas un frein au développement de l'Afrique? Oui, certainement certaines traditions sont un frein, et il n'y a pas de doute. Mais en même temps, si on pousse l'analyse assez loin, on se rend compte qu'on peut bâtir aussi sur la culture. Donc il y a des aspects de la culture, de la tradition, qui définitivement ne peuvent pas non plus leur lieu une place au XXIe siècle, mais il y a aussi la culture sur laquelle nous bâtissons ce que nous voulons être demain, ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous voulons être demain. Donc la culture, dans ses différents aspects, peut effectivement servir de base à un développement endogène, à un développement donc bien pensé, et en même temps, certains aspects de la culture n'ont plus lieu d'être. L'excision des filles, les mariages précoces, toutes choses qui handicapent le développement des filles. Et à la fin, c'est plus de 50% de la population qui n'arrive pas à participer au développement. Et donc, oui, UNFPA a comme programme de supporter les communautés, les gouvernements, à dépasser ces traditions qui handicapent surtout les femmes et les filles, mais en même temps, nous sommes très conscients que tout ce que nous voulons devenir demain sera bâti sur notre culture. On va arriver au thème de cette émission. Une dernière question, ce sera la conclusion pour vous. La population africaine telle qu'elle est faite aujourd'hui vous donne-t-elle de l'espoir?
Oui, au risque de me répéter, quand je prends la parole, je dis je suis plutôt optimiste pour l'Afrique. Les problèmes semblent avoir été identifiés. Nous avons des pistes de solutions et les gouvernements sont engagés sur ces pistes de solutions avec le partenariat, l'appui et l'accompagnement d'agences spécialisées des Nations Unies et tous les autres partenaires au développement, comme on les appelle. Je crois que je ne crois pas, je suis plutôt optimiste pour le développement de l'Afrique. Merci M. Thierry Ziasoko. Je rappelle que vous êtes conseiller principal à l'UNFPA, géographe et administrateur de santé. Monsieur Mamadou Kanté, ce sera aussi également la conclusion pour vous. Est-ce que finalement le dividende démographique n'est pas un rêve vendu au gouvernement et aux populations africaines? Je ne crois pas. Si, un rêve est quelque chose qui n'a pas souvent de consistance pratique. Mais quand nous avons passé la dernière heure à parler des pays et qui ont mis en œuvre des politiques de développement dans le cadre du dividende démographique et se sont développés, alors ce n'est pas un rêve. C'est à nous de nous dire si d'autres l'ont fait, nous pouvons le faire. Mais il faut juste être conscient que cela va se faire dans la durée et qu'il ne s'agit pas encore d'un concept que l'on va vendre comme ça, croyant que dès demain on va se lever, développer en ayant parlé de dividende démographique. Ce n'est pas ça. Mais dès aujourd'hui, c'est sûr, nous devons commencer à faire face à certains des problèmes, des questions que nous devons résoudre dans le cadre du développement. L'Afrique est donc bien partie. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Merci M. Mamadou Kanté. Je rappelle que vous êtes le représentant résident de l'UNFPA au Gabon, le Fonds des Nations Unies pour la population. Vous êtes arrivé au Gabon en janvier 2015 après un long séjour au Burkina Faso. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.